j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mes 3 dernières lectures du moment. Voilà, 3 romans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je n'ai pas trouvé nom de thème commun, mais voilà, 3 livres que j'ai lus les uns à la suite des autres. Donc le premier, on a le groupe de Isabelle Lagarrigue que j'avais reçu en avant-première, d'ailleurs, qui au moment où je filme, il n'est pas sorti parce qu'il sort le 9 avril et on n'est pas le 9 avril. Ensuite j'ai le dernier Yasmina Khadra, Le Prieur de Bethléem, et ensuite j'ai un roman en anglais mais qui existe également en français, c'est Holy Boy de Yi-Ju qui sera présente au Quai du Polar où je serai allée quand la vidéo sortira. Du coup j'avais très envie de le lire pour les quais justement. Alors je vais commencer cette vidéo par ce roman là, le groupe de Isabelle Lagarrigue. Isabelle Lagarrigue, donc c'est une autrice qui écrit des romans de littérature française, qui a déjà écrit plusieurs romans, et ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle aborde à chaque fois des thèmes complètement différents. Par exemple, j'ai lu Nos racines invisibles qui parle un petit peu de la famille, de trouver ses racines, de la transmission, etc. On a Promis juré, la rencontre entre 3 personnes lors d'un juré d'assises, un roman que j'ai beaucoup aimé. Et c'est l'histoire d'un amour, son tout dernier paru l'année dernière, Histoire d'amour, voilà, je répète. Magnifique roman que j'avais absolument adoré, du coup j'avais vraiment hâte de découvrir celui-ci, le groupe. Alors, le groupe, ça parle de quoi? Ça parle de plusieurs personnages en fait qui vont se rencontrer dans un groupe de parole qu'ils vont appeler le groupe, dans une université américaine où notre personnage principal, Ava, franco-américaine, va aller. Ava, elle est étudiante en psychologie, elle a 20 ans et en fait elle a l'opportunité d'aller faire une année, je crois, à l'étranger dans un campus américain. Donc d'aller vivre le fameux rêve américain à la High School Musical, elle va devenir cheerleader. Donc il y a quelques événements comme ça qui s'apparentent un petit peu au teen movie américain. On se serait cru, ouais, dans High School Musical, des séries un peu très américaines comme ça. Mais la vie d'Ava n'est pas toute rose, elle a déjà pas très envie d'être cheerleader, mais surtout elle a un énorme vide à combler et qui est pas négligeable du tout. On remarque vite qu'elle parle à quelqu'un qui s'appelle Autumn. Qui est Autumn? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et en fait elle va participer au groupe de parole des Accidental Killers. Qu'est-ce qu'un Accidental Killers? Accidental, killer, tueur, tueur accidentel. Ce sont des personnes qui ont involontairement tué quelqu'un. En français, ce serait une espèce d'homicide involontaire, mais c'est pire que ça. Enfin, homicide involontaire c'est déjà horrible, mais en gros, en l'occurrence dans ce roman-là, ce sont des jeunes personnes, lorsqu'ils étaient enfants, qui ont tué quelqu'un sans le vouloir. Par exemple, on a Janet dans le livre. Janet, elle a tué son petit frère avec l'arme que cachait leur père dans un tiroir. Elle l'a pris, tac, la balle s'est barrée. Voilà les Américains et leurs armes, ce que ça donne. Moi je dis ça, je dis ça. On a par exemple, il y a Lexi, une des autres personnages principales du roman. Et Lexi, en fait, elle s'amusait avec un ami dans la voiture. Elle a desserré le frein à main, la voiture est partie et le gosse est mort. Donc voilà, c'est des accidents de vie comme ça qui nous rappellent qu'on n'est un petit peu rien et qu'un accident est très vite arrivé et qu'on peut être très rapidement victime ou coupable. Comme dit Isabelle Lagarrigue, responsable mais pas coupable, parce qu'effectivement ça n'a pas été voulu, ce n'est pas désiré de tuer quelqu'un, mais pour autant c'est de la responsabilité de la personne d'avoir effectivement tué quelqu'un. Donc c'est quand même un sujet assez violent, c'est quand même assez dur, parce que Ava va être entourée d'Accidental Killers. Alors ils sont seulement 3, donc on a la fameuse Lexi qui elle est toujours... Enfin non, elle est pas très bright justement, elle est assez timide, renfermée, elle voit une psy. On a Janet qui adore la mode, qui elle est très extravertie, on dirait que cette mort là ne l'a pas touchée, mais en fait si. Et on a le beau gosse, comment il s'appelle déjà? Duquel Ava s'éprend, qui s'appelle Aaron. Et on a également le chef un petit peu du groupe,
qui s'appelle Cornell. Donc tous sont un petit peu liés, tous ont un petit peu vécu le même truc, et c'est Ava qui s'entiche d'Aaron. Alors ça pour le coup ça fait très American movie, cliché, campus américain et tout. Ça j'ai un peu moins aimé cet aspect là du récit parce que ça faisait un petit peu plus ado si on peut dire. Après Isabelle Lagarrigue c'est quelqu'un de très accessible, de très gentil, qui écrit je pense des romans accessibles, avec une plume simple mais quand même efficace et pertinente, parce que là le sujet c'est quand même des accidental killers qui grâce à ces réunions-ci, grâce aux échanges qu'ils ont, vont un petit peu pouvoir réfléchir à leur vie actuelle, à ce qu'ils ont fait, et qu'ils sont responsables mais pas coupables, et qu'il faut qu'ils s'arrêtent de se jeter le blâme dessus, parce que ce genre d'accident peut arriver à tout le monde et qu'on n'est qu'à 10 secondes d'être responsable de la mort de quelqu'un sans le vouloir. Donc voilà, il y a quand même un vrai fond. Et à la fin on en apprend plus sur la motivation de l'autrice pour écrire ce roman que j'ai trouvé très émouvante. Voilà, donc je vous invite vivement à découvrir ce roman si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet duquel on parle pas, et c'est vraiment la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit mais je crois que je n'ai jamais lu un roman, ou du moins je ne m'en souviens pas, qui parlerait d'un accidental killer en tant que personnage principal, qui aurait involontairement tué quelqu'un mais qui serait responsable de cette mort. Et c'est quand même extrêmement violent, et je me suis mis à la place des personnages dans le récit et je me suis dit, et moi, si un jour je renversais un gamin, j'habite à côté d'une école primaire, il y a des gosses tout le temps, imagine un jour je renverse un gosse sans faire exprès bien sûr. En fait on vit ça sur la conscience toute sa vie, c'est horrible, quand bien même on n'a pas voulu tuer cette personne, la finalité elle est là, il est mort. Bon, c'est pas très gai, on commence cette vidéo de façon pas très gaie, mais c'est quand même, des gens en France vivent avec cette culpabilité là, vivent avec cette situation là, et je trouve que l'autrice a très bien abordé le sujet, c'est accessible, c'est prenant, donc voilà, c'était le groupe de Isabelle Lagarrigue, et j'adore la couverture. Et pardon, j'ai noté lire la page 56 à partir de Janice, oui. Janice, elle, donne le sentiment de ne jamais avoir été arrosée. Elle a su trouver des ressources extérieures pour se développer seule. C'est une plante sauvage résistante qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Parce qu'en fait, dans ce récit, très clairement, les accidental killers, ils ont un petit peu été laissés de côté par leur famille. Ils souffrent en silence, ils ont été comme ça, mis de côté, et ils vivent avec ce poids. Donc c'est quand même dur. Voilà. Ensuite, le Yasmina Khadra. Alors j'ai écrit plein de notes pour ce livre-là. Je vais essayer d'être brève, mais je voulais également vous lire des passages. Alors, Le Prieur de Bethléem, donc c'est son dernier roman. De mon côté, j'ai seulement lu Morituri et Cœur d'amande, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci se passe sur le territoire très controversé, très compliqué en ce moment, de la Palestine / Israël, un territoire qui a toujours été en guerre, où des gens se sont toujours battus pour vivre là. Donc, ce livre parle de quoi? C'est un petit peu deux récits qui s'entremêlent. Le début du roman, on suit un éditeur qui a un nom un petit peu très long que je vais reprendre. Un éditeur parisien qui travaille pour une petite maison d'édition qui en fait va découvrir le manuscrit d'un livre sur son bureau. Le manuscrit s'appelle Les enfants d'Amous Saber par un certain W. Omre. Et cet homme-là, éditeur, s'appelle Alexandre Yakovlevoy. Et en fait, il va être kidnappé par l'auteur de ce roman-là. Il va lire vite fait ce roman, les premières pages, et il va dire mais c'est quoi cette merde, cette cochonnerie, machin. Parce qu'en fait, l'auteur parle du sort des Palestiniens. Donc lui, visiblement, il est contre les Palestiniens, il ne sait pas qu'ils souffrent. Du coup, il balance ça d'un revers comme ça, c'est de la merde. Au final, il se fait kidnapper et ça va être l'histoire de ce prieur de Bethléem. Qui est-il? Donc on apprend qu'il s'appelle Waïd, je ne spoile rien. On le dit dès le départ, ses deux parents sont morts, il va être élevé par la famille donc par son oncle, famille de son père je crois. Donc son père
Awaïd était musulman, sa mère était chrétienne. Son grand-père maternel, du coup chrétien, a voulu élever son petit-fils Wahid, sauf que non, il fallait qu'il soit élevé par des musulmans, c'est ce que l'oncle lui a dit. Du coup, il est élevé par son oncle et sa tante, mais pourquoi il ne s'occupe même pas de lui? Il a des cousins, et là je vais reprendre mes notes, qui s'appellent Adem, Ashraf et Ramzi, et sa cousine Nesrine, de laquelle il est très proche, mais les cousins, bon voilà, ils sont là, mais voilà. Ils vivent dans la ville de Bassam, j'ai regardé, c'est pas une ville qui existe, donc bref, ville fictive. Dans ce territoire où il y a toujours des soucis, enfin territoriaux, des Palestiniens juifs, Palestiniens juifs, Palestiniens musulmans, bref, juifs, musulmans, Palestiniens, israéliens, enfin c'est très très compliqué. Ça m'a un petit peu rappelé Hamlet le long du mur de Isabella Ahmad, que j'ai lu en janvier parce que ça se passe au même endroit finalement. Et alors, je précise, ce roman ne prend pas parti, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est pas les Israéliens les coupables, les Palestiniens les victimes, ou inversement, non, c'est juste une énonciation des faits que ce territoire-là a toujours été sujet, et je vais vous lire un extrait à de nombreux conflits et que ça n'a jamais été une terre de paix, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Lire la fin de la page 135, est-ce que c'est ça ? Il disait que c'était le paradis avant que les Britanniques ne ramènent d'Europe des contingents de survivants de l'Holocauste. Il t'a conté Fleurette, cette terre sainte a toujours été le théâtre de conflits inextricables, le vivier par excellence des massacres et des représailles. Et ça va durer jusqu'à quand ? Tant qu'on n'aura pas dissocié la religion de l'idéologie. Et ça, c'est un dialogue qu'on a entre Wahid et son pote juif, je précise, alors que lui-même est musulman, qui s'appelle Adriel, qu'il rencontre alors qu'il est en études à... où ça déjà? Dans quelle ville? À Massina, voilà. Donc, ça montre aussi qu'on peut cohabiter avec ses frères de religion, que c'est possible. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Oui, c'est un livre également qui appelle à la tolérance, de vivre les uns les autres, et que ce n'est pas incompatible d'être musulman et de pouvoir entrer dans une église. C'est ce qu'un personnage dit à Wahid, que la religion, quelle qu'elle soit, est importante et soulagement. L'auteur également parle du massacre de Sabra et Shatila qui avait eu lieu au Liban, où des camps en fait, de Palestiniens avaient été tués. Et du coup c'est un petit peu resté dans l'inconscient collectif comme trauma. Et en 1982, notre personnage Wahid réalise que sa condition de palestinien est un peu dangereuse pour sa vie, et le fait qu'il soit palestinien, en fait à cause de ça il peut mourir à tout moment. Je vous disais également donc qu'il vivait avec son oncle et sa tante qui ne lui portent guère d'attention. Heureusement, Wahid a un petit peu deux figures paternelles qui sont là, qui l'entourent, qui s'appellent Zev. Et Zev, j'ai écrit, pardon, je lis, mais Zev, c'est un vieil homme sage qui vit en ermite juif palestinien. Et on a également un autre homme qui s'appelle Raïn, je crois. Ensuite, lire la fin de la page 114. Est-ce qu'il fait du favoritisme, il, Dieu? Est-ce que la souffrance des chrétiens à l'époque des Romains lui importait peu? Et la nôtre en Palestine, elle ne compte pas? Regarde-moi par exemple, pourquoi n'ai-je pas droit à une vie normale? Pourquoi faut-il que tout me tombe dessus? J'ai seulement dit qu'Adem avait tort de mal se conduire avec ses parents. Donc ça, c'est un dialogue qu'on a, et c'est pas Raïn, c'est Shahin, qu'on a entre Shahin et Wahid, où il parle de la religion et de la terre de Palestine/Israël, et c'est très intéressant, encore une fois, le vivre ensemble. Et de façon générale dans ce roman, Yasmina Khadra parle, je relis, du naufrage de l'humanité d'aujourd'hui, d'hommes qui sont prêts à se tuer pour un territoire qui en fait a toujours été conflictuel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre, parce que j'ai pas envie de vous en dire trop. Appel à la tolérance. Également, si c'est un petit peu une mise en beauté de ce territoire qui est un petit peu plus
que une terre de conflit. Par exemple, l'auteur nous parle des villes comme Naplouse, Jaffa, Bethléem, Jérusalem ou Haïfa également, comme une nostalgie de la Palestine d'autrefois avant l'Holocauste et la fameuse année 1948 où les Britanniques ont dit aux Israéliens victimes de l'Holocauste, et bah on va vous mettre ici, sauf que le territoire il était occupé. Bref, et territoire qui apparemment a toujours été comme ça, sujet à de vives tensions parce qu'il appartient à tout le monde et personne à la fois. Il suffit de regarder Jérusalem, c'est la ville sainte, toutes les religions sont là-bas. Bref, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Plein d'autres choses, mais ça suffit. Voilà. Donc c'est vraiment un jeune homme palestinien qui parle de la vie des Palestiniens, de sa vie à lui et de comment il est venu de jeunes musulmans aux prieurs de Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un grand roman que j'ai adoré, c'est très bien écrit. Vrai sujet, encore une fois, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de méchant, pas de gentil, il n'y a pas... Non, c'est juste la vérité. Voilà, il est très très bien. Et dernier roman de cette vidéo, alors je n'ai pas pris de notes, je n'en ai pas besoin, donc c'est l'édition anglophone de Holy Boy de Lee Hee-ju. Lee Hee-ju sera au quai du polar. Quand cette vidéo sera sortie, j'y serai allée, j'aurai parlé avec elle, j'espère. Donc, sortie en février en anglais, l'édition française est parue en mars, j'ai voulu le lire de mon côté en anglais, voilà, pour me challenger. En plus, chaque mois, je lis un livre en anglais. Là, c'était mon deuxième du mois de mars, donc c'est cool. Alors, le vocabulaire est quand même difficile, plus difficile que les livres de... Elle est cachée. Mais McFadden, évidemment, tous les livres sont plus difficiles à lire que ceux de Freda McFadden. Donc c'était un petit peu challengeant parce qu'il y avait des mots de vocabulaire que je ne comprenais pas, c'était quand même du vocabulaire plus haut de gamme. C'est pas non plus du Shakespeare, mais c'est pas si simple. Alors, on suit 4 femmes en Corée du Sud, dans un tout petit bled, une forêt, une maison isolée comme ça, vers la frontière nord-coréenne, vers la mer. Donc j'ai situé ça au nord-est de la Corée, du coup, parce que vers la mer, vers la... voilà. On va suivre du coup 4 femmes, 4 femmes qui ne se connaissent ou pas, qui ont le point commun d'être obsessionnellement fans, amoureuses, voilà, d'un jeune idol qui s'appelle Yosef. Ce livre parle des sasaeng. Les sasaeng, c'est quoi? Ce sont des femmes obsessionnelles qui sont prêtes à tout pour approcher leur idol, qui les stalkent, qui savent tout de leur vie privée, qui vont devant chez eux. Et c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet. Dites-vous qu'il y a vraiment des hommes et des femmes qui sont des sasaeng dans la réalité. Personnellement, je suis beaucoup de groupes de K-pop, c'est bien ma cam, je réalise qu'il y a de nombreux problèmes, je suis la première à le dire. Et les sasaeng en font partie. Il y a souvent des idols qui sont... Enfin, il y a des femmes qui se cachent chez eux, qui les attendent chez eux, qui sonnent chez eux, qui vont les chercher à l'aéroport, enfin qui vont les chercher, qui vont à l'aéroport pour eux. Il y a des foules de gens, ils tombent, enfin c'est horrible, c'est horrible. Et ça parle de ça. Et c'est assez intéressant parce que l'autrice disait que son père ne voulait surtout pas qu'elle tombe fan, obsessionnelle d'idol lorsqu'elle était jeune, et elle a dit à plus de 30 ans j'ai écrit un roman sur des fans obsessionnels, donc c'est très drôle. Donc elles vont fomenter un plan où elles vont kidnapper Yosef parce qu'elles en sont fortement amoureuses et elles le veulent pour elle. Creepy, oui. Alors le récit est bizarrement fichu. Au début du roman, on a Yosef, le jeune, qui est enfermé dans une chambre. On comprend vite fait qu'il est retenu contre son gré, sauf que les 4 femmes lui ont bourré le crâne en lui disant tu es blessé, faut que tu restes là pour te remettre. Donc elles s'occupent de lui, elles le font boire, elles le font manger, elles le lavent, etc. Et plus si affinité, il y a des scènes un peu cheloues, hein. Voilà, faut pas oublier qu'elles sont fans obsessionnelles de lui quand même. Donc voilà, donc il y a les différentes filles, femmes qui s'enchaînent comme ça. Ensuite on plante le décor, enfin il y a une espèce de flashback où on apprend qui est qui, pourquoi elle est fan de Yosef et comment elles se sont rencontrées. Ensuite c'est la suite, les jours suivants dans cette maison, ensuite ça part en vrille, bref c'est un petit peu bizarrement fichu, surtout quand ce n'est pas dans votre langue maternelle, mais en gros il y a du coup Anna, Hei, je sais pas comment ça se prononce,
Je crois que ça s'écrit H-A-E-A-E, bizarrement. Bizarre, je ne sais pas. Nami et Mihi. Alors, en fait, elles ont toutes un petit peu leurs points communs. Nami, Mihi, ce sont des jeunes femmes. La première a vécu un peu avec sa tante, tiré les cartes, ce qu'on appelle le Saju, un peu chaman, etc. Mi, elle était à la rue, et c'est Anna qui l'a aidée. Anna qui est une Ajuma, terme coréen pour désigner des femmes de plus de 45-50 ans. Et Anna, elle était amie avec Hila, qui en fait a un lien direct avec Yosep. Donc chacune connaît de près ou de loin ce jeune homme qu'elles enlèvent pour rester avec lui. Pour qu'elle reste avec lui quoi. Bref, voilà, c'est très spécial. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comment Yosep s'est retrouvé là? Comment elles l'ont kidnappé? Est-ce que ça va bien finir ou pas pour elles? Elles font plein de choses illégales. Mais c'est intéressant du point de vue de cette folie, de cette obsession qui mène à la folie et à des actes complètement répréhensibles, illégaux, ce que vous voulez, effrayants, enfin bref. En tout cas, je ne me suis pas retrouvée dans le récit, autant j'aime la K-pop, autant voir que des fans pourraient faire ça, ça me semble totalement dingue. Donc voilà, j'ai eu un peu du mal à avoir de l'affection pour ces femmes. Bref, c'était un petit peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé, mais pourquoi pas. On a également le suicide qui est évoqué, donc bref, quelques aspects quand même sociétaux relatifs à la Corée et à l'industrie de la K-pop, qui est une industrie très très compliquée, où justement la beauté, être en couple avec quelqu'un, les sasaeng folles furieuses, le suicide, la dépression, ce sont des vrais sujets relatifs intrinsèquement à la société coréenne elle-même, mais qui sont décuplés dans la K-pop, enfin qu'on remarque notamment dans la K-pop. Donc voilà, Holy Boy de Lee Hee-ju. Le titre et la couverture sont les mêmes en français, voilà, vous ne pourrez pas le louper. Est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, non, pas trop. Peut-être le jour où il sortira en poche, mais là je l'ai payé plus de 20 €, je vous avoue que j'ai un peu les nerfs, donc on va dire que c'est le prix pour avoir la signature de Lee Hee-ju et pour parler avec elle. Voilà, je vais me rassurer comme ça. Pour autant, j'ai hâte d'aller la voir et de discuter avec elle. J'ai une question à lui poser, en coréen, bien sûr. Mais voilà, je ne vais pas lui mentir en disant votre livre il était incroyable, c'est pas vrai. Après face à elle, je vais me sentir obligée de dire un petit peu des trucs, de l'encenser, mais bon, va pas trop falloir que je mente. Voilà, Holy Boy de Lee Hee-ju. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres que j'ai lus récemment, 2 livres en littérature française, ces deux-là, et un livre en littérature coréenne en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là en ce moment, donc je pense que j'aurai fini de faire ça quand la vidéo paraîtra, mais je suis en train de répertorier toutes les vidéos que j'ai filmées et de les ranger dans les bonnes playlists correspondantes, polar, littérature française, livres en anglais, etc. Du coup, si une catégorie de vidéos vous intéresse, que vous souhaitez par exemple lire uniquement des romans japonais ou des livres qu'en anglais, et bien vous pourrez retrouver mes vidéos correspondantes à chaque fois. Voilà, c'est un assez gros boulot. En fait, c'est pas long de faire ça par vidéo, mais comme j'ai beaucoup de vidéos, au final c'est très long. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tous les articles seront dans la barre d'infos. Je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!